Le cimetière des flottes. Comment la mer Rouge est devenue le piège le plus dangereux pour les porte-avions américains depuis 1945. Le détroit de tous les dangers. Il y a des détroits qui sont des autoroutes maritimes. Il y en a d'autres qui sont des pièges. Bab el-Mandeb, la porte des lamentations en arabe, est de ces derniers. Ce goulot d'étranglement, large de seulement 29 km entre le Yémen et Djibouti, est l'un des points les plus stratégiques de la planète. Chaque jour, près de 7 millions de barils de pétrole y transitent. Mais depuis quelques années, ce détroit est devenu autre chose, le théâtre d'une révolution militaire silencieuse. Imaginez la scène. Le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower, le cœur de la puissance américaine au Moyen-Orient, un navire de 100 000 tonnes, une ville flottante avec 5 000 marins et 60 avions, navigue dans ces eaux étroites. Autour de lui, l'escorte, croiseurs lance-missiles, destroyers Aegis, un mur d'acier et de technologie évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars. La technologie de défense la plus avancée jamais embarquée sur l'océan. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, sur les côtes déchiquetées du Yémen, des hommes en sandales, avec des armes parfois vieilles de 40 ans et des drones achetés sur des marchés locaux, préparent quelque chose. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'aviation, mais ils ont une chose que les grandes puissances ont sous-estimée. Une doctrine asymétrique poussée à son paroxysme et des missiles qui pourraient bien transformer le Bab el-Mandeb en cimetière de la marine américaine. Ce n'est pas une hyperbole, c'est l'analyse que font aujourd'hui les stratèges du Pentagone derrière les portes closes. Car ce qui se passe au Yémen n'est pas un conflit local, c'est un laboratoire grandeur nature de la guerre navale du futur. Et les professeurs qui dirigent ce laboratoire s'appellent les Houthis, soutenus par l'Iran. Leur thèse pourrait bien réécrire les manuels de stratégie navale pour les 50 prochaines années. Leçon de la guerre du Golfe, la naissance de l'asymétrie navale. Pour comprendre pourquoi un porte-avions américain est soudainement devenu vulnérable, il faut remonter à une nuit d'octobre 2000 dans le port d'Aden. Cette nuit-là, un petit bateau gonflable chargé d'explosifs s'est approché du destroyer USS Cole. Les marins à bord ont vu l'embarcation, ont pensé qu'il s'agissait de pêcheurs locaux, et puis l'explosion a déchiré la coque du navire, tuant 17 marins et presque coulé un bâtiment de guerre évalué à 1 milliard de dollars. Ce jour-là, une vérité est éclatée au visage de la US Navy. Le plus petit acteur peut infliger des dégâts disproportionnés s'il fait preuve d'audace et de ruse. Pendant 20 ans, l'Amérique a renforcé ses défenses contre ce type d'attaque. Les radars se sont améliorés, les mitrailleuses téléopérées se sont multipliées, les procédures d'approche sont devenues plus strictes. Mais les Houthis ont regardé cette histoire, et ils ont compris que l'avenir n'était pas dans un bateau rapide suicide, aussi dévastateur soit-il. L'avenir était dans la saturation. L'avenir était dans la coordination. L'avenir était dans le missile qui vole bas, qui change de trajectoire, qui trompe les radars Aegis les plus sophistiqués du monde. Car un système Aegis, le cœur de la défense antiaérienne d'un porte-avions, est conçu pour faire face à une menace spécifique, des missiles soviétiques volant haut et vite venant du nord. Il est optimisé pour détecter, traquer et engager des cibles conventionnelles. Il n'est pas conçu pour faire face à des essaims de drones en carton volant à 150 km/h, mêlés à des missiles anti-navires supersoniques arrivant à Razmot, le tout coordonné depuis une grotte dans une montagne yéménite. L'arsenal du pauvre, les missiles qui tiennent en échec la marine américaine. Plongeons maintenant dans l'arsenal Houthi, un arsenal hétéroclite, fait de pièces détachées iraniennes, de technologies nord-coréennes et d'ingéniosité locale. La famille des missiles anti-navires, le Mandab de mer. Le plus connu, c'est le Mandab 1. Son nom n'est pas un hasard, il est nommé après le détroit qu'il est censé contrôler. Ce missile est en réalité un descendant direct du missile chinois C-801, son propre dérivé du français Exocet. C'est un missile subsonique, environ Mach 0,9, qui vole à seulement 5 à 10 mètres au-dessus de l'eau, utilisant les vagues pour se cacher des radars. Sa portée, environ 120 km, suffisant pour couvrir l'intégralité du détroit. Mais le plus redoutable, c'est le Mandab 2. C'est une évolution intégrant probablement un autodirecteur radar actif plus résistant au brouillage et une capacité de fire and forget.
le navire lanceur peut tirer et se cacher immédiatement, le missile continue sa route guidé par sa propre intelligence embarquée. Et puis il y a le Qader, le puissant. C'est un missile de croisière anti-navire dérivé du missile iranien Qader, lui-même basé sur le chinois C-802. Sa portée annoncée dépasse les 200 km. Il emporte une charge militaire de plus de 150 kg. Un seul impact bien placé peut neutraliser une frégate. Un essaim de ces missiles, même si 80% sont interceptés, peut saturer les défenses et laisser passer les 20% restants. La menace venue du ciel, les drones kamikazes. Les missiles sont une chose, les drones en sont une autre, peut-être plus inquiétante. Les Houthis ont développé ou reçu toute une famille de drones d'attaque. Le Samad 3 est un drone à longue portée, capable de voler pendant des heures et de parcourir plus de 1500 km. Il est lent, il est bruyant, il est facile à abattre pour un chasseur ou un système antiaérien si on le voit. Mais un drone Samad 3, volant de nuit, à basse altitude, mêlé au trafic civil, peut passer inaperçu. Et puis, il plonge sur le pont Bellevaille d'un porte-avions. Il n'a pas besoin d'être énorme. Une charge de 50 kg d'explosifs dans un hangar à avion, c'est un désastre. Le Samad 4 est une version améliorée, avec une charge plus lourde et un meilleur guidage. Ces drones ne sont pas des jouets, ce sont des armes de précision asymétriques coûtant quelques dizaines de milliers de dollars, capables de menacer des tarbes valant des milliards de dollars. Les missiles balistiques anti-navires, le game changer absolu. Et puis il y a le plus terrifiant, le missile balistique anti-navire. En 2023, les Houthis ont dévoilé l'ASEF, un missile balistique qu'ils affirment capable de frapper des navires en mer. L'idée semble folle. Un missile balistique suit une trajectoire parabolique. Il monte dans l'espace, puis redescend avec une vitesse hypersonique. Comment viser un navire en mouvement avec ça? La réponse est dans le guidage terminal. Le missile est équipé probablement d'un autodirecteur radar ou optique qui s'active lors de la phase finale de sa descente. À ce moment-là, le missile fonce à plus de Mach 5. Aucun système d'interception rapproché, CWIS, comme le Phalanx, ne peut réagir à cette vitesse. Le missile frappe le pont du navire avec une énergie cinétique phénoménale avant que les défenses n'aient eu le temps de clin d'œiller. L'Iran a déjà démontré cette capacité avec ses missiles Khalij Fars. Les Houthis, avec l'aide du Téhéran, tentent de reproduire cette prouesse. Si un seul missile balistique touche un porte-avions américain, c'est un événement géopolitique majeur, un Pearl Harbor moderne. La vague de capteurs. Comment aveugler un groupe aéronaval? Mais tout cela ne sert à rien sans capacité de ciblage. Pour toucher un porte-avions, il faut d'abord le trouver. Et un groupe aéronaval américain passe son temps à ne pas être trouvé. Il navigue en silence radio, change constamment de position et utilise des leurres. Alors, comment font-ils les Houthis? La réponse est encore une fois dans l'asymétrie. Le renseignement d'origine humaine, UHINT. Les Houthis disposent de réseaux de sympathisants dans les ports où les navires américains font escale, à Djibouti, à Oman, en Arabie Saoudite. Un marin qui parle trop dans un bar, un fournisseur local qui note les mouvements, tout cela alimente une image approximative mais utile. Le renseignement d'origine électromagnétique, SIG-NT. Les Houthis, avec l'aide iranienne, ont développé des capacités d'interception des communications. Ils écoutent les fréquences utilisées par les navires, ils traquent les émissions radar. Un destroyer qui allume son radar pour une vérification de routine trahit sa position à des centaines de kilomètres. Les drones de reconnaissance. Les Houthis lancent en permanence des drones de surveillance bon marché. Ces drones volent en cercle, regardent et transmettent les positions. La US Navy peut les abattre, mais elle ne peut pas tous les abattre. Chaque drone abattu coûte un missile de plusieurs centaines de milliers de dollars pour éliminer une table de quelques milliers de dollars. La guerre d'usure économique commence déjà là. La guerre électronique et le brouillage GPS. Dans la mer Rouge, les navires marchands signalent régulièrement des pertes de signal GPS. Les Houthis brouillent les fréquences pour perturber la navigation, mais aussi pour forcer les navires de guerre à utiliser leurs systèmes alternatifs qui émettent des signaux détectables. C'est un jeu du chat et de la souris permanent. Le scénario tactique, une attaque coordonnée contre un porte-avions. Imaginons maintenant un scénario plausible, tel que les stratèges Houthis ont dû le concevoir de centaines de fois. Phase 1. La phase de reconnaissance, J-7 à J-0.
Pendant une semaine, des drones de surveillance Samad-1 tournent autour de la zone où le groupe aéronaval est supposé se trouver. Certains sont abattus, d'autres non. Les positions sont affinées. Des bateaux de pêche innocents équipés de téléphones satellites confirment les dernières positions. Phase 2. La saturation initiale, H-heure. L'attaque commence non pas par un missile, mais par un essaim de drones lents. 30, 40, 50 drones Samad 3 et 4 sont lancés de plusieurs endroits de la côte yéménite. Ils volent à ras-motte à des altitudes et vitesses différentes. Sur les radars Aegis, cela crée une forêt de cibles lentes, difficiles à discriminer. Les officiers de défense aérienne doivent prioriser. Pendant qu'ils s'occupent des drones, la deuxième vague arrive. Phase 3. La vague missile, H plus 15 minutes. Une douzaine de missiles Mandab 2 et Qader sont lancés depuis des batteries côtières mobiles cachées dans des grottes. Ils arrivent également à basse altitude, mais plus vite. Les destroyers Aegis doivent maintenant gérer à la fois l'essaim de drones et les missiles. Les radars sont saturés. Le nombre de cibles dépasse les capacités d'engagement simultanées. Phase 4. Le coup de grâce, H plus 20 minutes. Pendant que le groupe aéronaval est concentré sur la menace venue de la mer et des airs, un missile balistique ASEF est lancé depuis l'intérieur des terres. Il monte à 100 km d'altitude, hors de portée de tout intercepteur. Sa trajectoire est calculée pour arriver au zénith du porte-avions au moment où les défenses sont saturées. La phase de descente commence. Le missile atteint Mach 6. Ses capteurs s'activent. Il voit la chaleur du réacteur nucléaire du porte-avions, une signature thermique impossible à cacher. Il corrige sa trajectoire. Les défenses rapprochées, SeaRAM et Phalanx, tentent de réagir, mais le temps de vol terminal est de quelques secondes. L'impact. Ce n'est pas forcément la fin du porte-avions. Ces navires sont conçus pour encaisser des coups. Mais c'est la fin de l'invulnérabilité. C'est la première fois depuis 1945 qu'un porte-avions américain est touché en combat par un missile ennemi. L'effet psychologique est incalculable. L'effet stratégique est immédiat. Le porte-avions doit se retirer. Des centaines de marins sont blessés ou tués. Et la puissance américaine apparaît soudainement très fragile. La réponse américaine. Les failles du bouclier Aegis. L'US Navy n'est évidemment pas resté sans réponse face à cette menace. Le système Aegis a été constamment amélioré. Les missiles SM-2, SM-3 et SM-6 sont parmi les plus performants au monde. Mais ils ont des limites. La limite du nombre. Un destroyer Harry Burke emporte environ 90 missiles dans ses silos verticaux. Face à un essaim de 200 cibles, drones, missiles, leurres, il doit faire des choix. Chaque missile intercepteur coûte entre 1 et 4 millions de dollars. Chaque drone Houthi coûte 5 000 dollars. L'équation économique est intenable sur la durée. La limite des capteurs. Les radars Aegis sont excellents pour détecter des cibles rapides dans un ciel clair. Mais dans le fouillis d'un détroit, avec des échos de sol, des navires marchands et des brouilleurs actifs, la discrimination devient un cauchemar. La limite du facteur humain. Les opérateurs radars, après 12 heures de quart, après de semaines en mer, fatigués, doivent prendre des décisions en une fraction de seconde. Une hésitation et le missile passe. L'US Navy a donc dû adapter sa doctrine. Elle opère désormais plus loin des côtes, ce qui réduit la fenêtre de tir des missiles ennemis. Mais cela réduit aussi sa capacité à projeter la puissance aérienne sur les cibles terrestres. C'est un compromis permanent. Les leçons pour les futures guerres navales. Ce qui se passe en mer Rouge aujourd'hui n'est pas un incident isolé, c'est un prototype des conflits navals de demain. Leçon 1, la mort lente des gros navires. Les porte-avions, les croiseurs, les destroyers, ces monstres d'acier, sont de plus en plus vulnérables face à des essaims de drones et de missiles bon marché. La marine du futur sera peut-être composée de centaines de petits navires autonomes, moins chers, plus dispersés, plus difficiles à saturer. Leçon 2, la guerre électronique devient la bataille principale. Avant qu'un seul missile ne soit tiré, la guerre des ondes aura été livrée. Celui qui brouille le mieux, qui trompe le mieux, qui protège le mieux ses communications aura un avantage décisif. Leçon 3, la dissuasion asymétrique fonctionne. Les Houthis, avec des moyens dérisoires, ont réussi à dissuader l'US Navy d'opérer librement dans certaines zones de la mer Rouge. Ils n'ont pas besoin de couler un porte-avions. Il leur suffit de faire peur, de créer un risque pour modifier le comportement de l'adversaire. Le mirage de la puissance. La mer Rouge est devenue un miroir. Elle reflète la puissance américaine, mais aussi ses fragilités. Pendant des décennies, l'US Navy a dominé les océans sans partage.
Aujourd'hui, pour la première fois depuis 1945, un acteur non étatique, avec l'aide d'un État parrain, tient tête au groupe aéronaval le plus puissant jamais assemblé. Ce n'est pas la fin de la puissance navale américaine, c'est la fin d'une certaine forme d'invulnérabilité. Les amiraux doivent désormais composer avec une réalité nouvelle. Le prochain Pearl Harbor ne viendrait peut-être pas d'une flotte de cuirassés japonais, mais d'un essaim de drones et de missiles tirés depuis une côte déchirée par la guerre. Alors la question se pose, l'US Navy est-elle prête à encaisser le premier coup? Et si un porte-avions était touché, que se passerait-il ensuite? La dissuasion américaine résisterait-elle au choc ou assisterions-nous à un effondrement stratégique en chaîne? Les leçons de la mer Rouge sont en train de s'écrire sous nos yeux, et elles pourraient bien redessiner la carte de la puissance mondiale pour le reste du siècle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, les Houthis ont-ils réellement la capacité de toucher un porte-avions ou n'est-ce qu'une propagande destinée à masquer leurs faiblesses réelles? La question mérite d'être posée. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses et surtout gardez un œil critique sur l'information. Dans la guerre moderne, ce qui est caché est souvent plus important que ce qui est montré. Merci d'avoir regardé.